RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h10 et évidemment on consacre une large partie de ce débat du jour à Notre-Dame de Paris, Louis Dauphren. Forcément, c'est la semaine de la réouverture. Ce n'est pas que la semaine de la motion de censure possible. C'est la semaine de la réouverture pour nous et Notre-Dame de Paris offre évidemment ce choc d'espérance qu'a prédit Emmanuel Macron. On verra de quoi il s'agit, en tout cas ce que nos débatteurs ont à dire de cette expression. Et justement, autour de la table, Laurence Desjoyeux, bonjour. Chef des enquêtes à l'hebdomadaire La Vie, Sophie Laurent, bonjour. Bonjour. Grand reporter histoire et patrimoine au pèlerin, Samuel Pruvot, bonjour. Bonjour. Grand reporter à Famille Chrétienne, c'est la famille des hebdomadaires chrétiens qui réunit ce matin autour de la table, évidemment pour parler de Notre-Dame de Paris. Vous avez réussi ce qu'on pensait impossible et l'impossible est donc à présent sous nos yeux. Notre-Dame de Paris qui ne s'est pas encore dévoilée pour le grand public, mais qu'il a déjà fait aux caméras de télévision, c'était vendredi, lors de la visite de chantier d'Emmanuel Macron, la dernière. Il a pris la parole à plusieurs reprises en s'exclamant de nombreuses fois « c'est sublime », la déambulation a été ponctuée par des commentaires. L'hôtel s'impose, mais n'écrase pas, c'est une forêt véritable, c'est incroyable cet enchevêtrement, etc. On a pu avoir le verbatim présidentiel et puis c'est le choc d'espérance qui a peut-être le plus marqué les esprits parce que c'est un terme un petit peu codé, un petit peu marqué. Au-delà du défi insensé d'une réouverture en 5 ans, ce choc d'espérance, que signifie-t-il? Laurence Desjoyaux, Sophie Laurent et bien sûr Samuel Pruvot. Allez Laurence. Je pense que Emmanuel Macron essaye de capitaliser sur ce qui est, il est vrai, une réussite française. Et en ce sens, il aimerait que ça fasse tache d'huile. Pourquoi un choc d'espérance? Parce que Notre-Dame, c'est à la fois un immense élan de générosité et tous les savoir-faire français qui sont réunis. Et ce qui est très marquant, c'est que ces savoir-faire existaient encore et qu'on a été capable, en 5 ans, de faire dans tous les corps de métier une prouesse. Et je pense que Emmanuel Macron aimerait faire un parallèle, par exemple, avec ce qu'il voudrait faire avec la réindustrialisation du pays. Mais est-ce que ces savoir-faire, on les a encore dans l'industrie? Je ne crois pas. Donc ce qui est fou avec Notre-Dame, c'est vraiment l'alliance de la générosité, du savoir-faire, et puis ce timing. C'est vrai que quand il l'avait dit il y a 5 ans, tout le monde avait trouvé ça un peu osé. Il faut reconnaître que grâce au concours de tous, ça a été possible. Sophie Laurent. Oui, je crois qu'on est ébloui du timing, mais ça a imposé des choix et pas toujours non plus heureux. Il y aurait eu 2 ans de plus pour restaurer. Je pense qu'on aurait, par exemple, toutes les pièces du jubé. On aurait peut-être fait un peu plus attention à l'argent, parce qu'il y avait tellement d'argent qu'on a pu démonter l'échafaudage avant de finir la flèche, et on en remontera un après pour finir la flèche. Ça, c'est un petit peu du gaspillage. Mais il y avait 50 millions d'euros. Donc, du coup, voilà, l'établissement public pouvait se permettre cela. Alors, après, effectivement, en l'écoutant, je me disais, effectivement, c'est un beau symbole de ce que c'est faire la France, parce que il y a l'alliance des savoir-faire traditionnels, mais aussi de la haute technologie, des bureaux d'études qui ont calculé pendant 2 ans toute la nouvelle forêt, tous les tonnes de pierres qu'il fallait. Donc, il y a aussi des savoir-faire d'excellence, mais extrêmement contemporains, modernes, qui s'allient aux traditions. Et donc, je pense qu'effectivement, vis-à-vis de l'étranger, Notre-Dame est une super ambassadrice. Il a même fallu écouter le monument, puisqu'on n'avait pas de plan d'origine pour savoir comment il avait été vraiment construit. C'est ce que se sont dit beaucoup d'architectes. On n'a pas de mode d'emploi, et donc il va falloir, en particulier pour l'arc doubleau de la nef qui s'était effondré, tout reconstituer, d'abord au jugé, puis avec les nuages de points, toute la technique dont vous parlez, en particulier Sophie Laurent, qui est tout à fait merveilleuse. Samuel Pruvot. Alors je vais tout à fait dans le sens de Sophie, et notamment avec cette belle formule que Notre-Dame finalement est la super ambassadrice de la France. J'ajouterai à titre personnel, mais je pense que ça touchera pas mal d'auditeurs, c'est peut-être plus percutant que la cérémonie des JO, pour faire rayonner l'âme de la France. Je termine la parenthèse qui... Pourquoi ? Non, je disais ça c'est étonnant la coïncidence des calendriers. Mais je voulais répondre, Louis, à votre question qui est pertinente à propos du président. De fait, c'est une réussite, mais ce que je noterais, et ça c'est un peu dû à l'histoire de France, c'est une réussite quasiment malgré lui. Alors je vais
pas du tout dire qu'Emmanuel Macron voulait que ça loupe, pas du tout, et qu'il a mis des bâtons dans les roues pour que ça loupe, pas du tout. En revanche, on est en régime de séparation, et finalement, comment cette cathédrale s'est-elle relevée? D'abord, elle s'est relevée avec l'argent qui n'est pas celui de la République, hein, on l'a dit tout à l'heure, hein, les 846 millions d'euros ne sont pas venus donc de l'État français. C'est pas du tout une critique, mais c'est dire, en fait, on n'a pas eu besoin, voilà, on a eu besoin de Notre-Dame, mais pas de Marianne, si respectable soit-elle, hein. Et deuxièmement, ce qui a noté, ce que j'ai discuté, il se trouve que j'ai discuté longtemps avec Monseigneur Aumônier, qui pour en fait l'Église, qui pour le diocèse de Paris a suivi toute cette longue séquence de la reconstruction. Et en fait, il y a eu une véritable métamorphose, on pourrait nous dire chrétiens pratiquants, vraiment un travail de la grâce, notamment par rapport aux ouvriers, etc. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites, bien sûr, parce que c'était bien organisé, c'était bien planifié, parce qu'il y avait des finances, mais il y a vraiment eu, paraît-il, alors moi je n'étais pas parmi les ouvriers, mais une grâce toute spéciale dans ce chantier. D'ailleurs, Emmanuel Macron a quand même eu l'humilité de dire merci à ces ouvriers sans lesquels, en fait, rien ne se serait fait. Et lui a dû avoir des notes de l'Élysée en disant, d'habitude, ça ne marche pas comme ça. Quand on a 1300, 1500 ouvriers, 2000 ouvriers, ça se tape plus dessus. Donc, il y a une grâce particulière. Donc, j'allais dire, entre les donateurs et la grâce, c'est-à-dire la République fait quelque chose, mais la République est là pour applaudir et c'est déjà pas mal. Et donc, l'Église qu'on croyait à terre, finalement, je la trouve plutôt debout. Et le choc d'espérance, comment le décryptez-vous alors ? Alors, c'est un mot qui, je ne vais pas dû dire, je suis méchant avec Emmanuel Macron, il n'est pas volé au vocabulaire chrétien, mais c'est quand même une catégorie théologique, c'est une espérance, l'espérance c'est une vertu théologale, et beaucoup ont ressorti à l'occasion, hier du début de l'Avent, ces textes magnifiques de Benoît XVI, il a même fait une encyclique sur l'espérance, qui montre en fait que l'espérance, c'est qu'on croit que quelque chose va arriver alors qu'on n'a plus de raison humaine d'y croire. En fait, ça colle bien avec Notre-Dame. Et c'est tout à l'honneur d'Emmanuel Macron, finalement, d'avoir cru, entre guillemets, malgré lui, puisque quand il avait 13-14 ans, il a cru. Alors, je ne sais pas où il en est, mais quand je l'avais interrogé, il m'avait dit qu'à un moment donné, il y avait cru très fort. Et finalement, peut-être que Notre-Dame va l'aider à retrouver son adolescence et sa flamme. Sinon, la popularité, ça, j'y crois moins. Sa flamme, peut-être pas, justement. On va peut-être attendre un peu. Sophie Laurent, choc d'espérance, vous ne nous avez pas dit ce que vous en pensiez ? Oui, je pense qu'effectivement, c'est presque risqué pour un président de la République d'évoquer l'espérance plutôt que l'espoir. La connotation n'est pas la même. En même temps, je pense que là, on était dans un tel élan que ça passait, quoi. Et aussi, je pense que effectivement, nous qui avons interrogé aux pèlerins les ouvriers, les compagnons, enfin tous ces gens que vous voyez vendredi à l'intérieur de la cathédrale, ils ont tous dit il y a un effet Notre-Dame. Effectivement, ils ne le qualifiaient pas forcément de grâce, mais d'abord, déjà sur un chantier ordinaire des monuments historiques, les corps de métier se succèdent. Or là, ils étaient obligés d'être ensemble, ce qui posait énormément de problèmes d'ailleurs. Parce que quand l'un fait la poussière avec son outil et que l'autre nettoie juste à côté, ça demande une organisation extrêmement précise, qui a été menée formidablement. Et donc, je pense que les corps de métier étaient ravis, éblouis de se fréquenter à la cantine aussi. Ils ont fondé un chœur des compagnons où on les rencontre tous. Et d'ailleurs, on les entendra à partir de 11h sur RCF, les chœurs de Notre-Dame. Alors, c'est pas la maîtrise. Hein. C'est les chœurs des bâtisseurs. Ouais, les c'est bâtisseurs ça. Qui entrent. Voilà. Et d'ailleurs, vendredi matin, dans son discours, il y a eu un moment très émouvant quand Emmanuel Macron a rendu hommage à Asdine. Asdine, c'est un des ouvriers qui était sur le chantier, manutentionnaire, qui visiblement fédérait tous les ouvriers qui étaient présents dans la cathédrale. Naturellement, ont applaudi à la mémoire d'Asdine qui est mort il y a quelques semaines. Ça aussi, c'est l'esprit Notre-Dame. Oui, c'était un échafaudeur. Et de ce fait, il s'est baladé dans tout le monument. Et je pense que c'est aussi pour ça que tout le monde le connaissait. Et effectivement, il y a sa photo in memoriam à l'entrée de la base-vie maintenant. Et je pense qu'effectivement, ça a été le seul deuil, je pense. Il n'y a pas eu d'accident grave sur le chantier. Ça aussi, c'est une grâce. Et donc, voilà. Bon, la sécurité était extrêmement bien respectée parce que l'inspection du travail venait toutes les semaines. Donc, ils étaient dans l'œil du cyclone. Ce qui a pris beaucoup de temps, c'est le câblage de l'édifice. Tous les systèmes électriques ont pris beaucoup de temps. En fait, ils ont tout refait à neuf. C'est ça aussi. C'est assez tardivement que les choses se sont mises en place in situ par rapport au travail qui a été fait en bureau d'études.
Oui, mais parce que la première phase est indispensable à la seconde. Mais je pense qu'aussi, finalement, Notre-Dame a bénéficié de l'incendie. C'est horrible de dire ça. Mais aucune cathédrale aujourd'hui n'a un système anti-incendie aussi performant, n'a des câbles aussi performants qui vont amener pour la régie, qui vont moderniser l'éclairage, qui vont amener un chauffage bien plus performant qu'avant, etc. Donc, tous ces câblages que vous dites, on n'a jamais les budgets pour les refaire tous à la fois dans une cathédrale. C'est exceptionnel. Et le budget est hors norme pour un chantier de ce type. Évidemment. Ça, c'est sûr que dans les autres cathédrales, c'est à coût de 20 millions tous les 2 ans, quoi. Quand il y a des travaux. Le choc d'espérance, si on doit un peu creuser cette expression, donc, puisqu'il a pris une catégorie théologique, peut-être pour l'appliquer à une situation plus vaste que celle de Notre-Dame, c'est comme ça que vous l'interprétez, vous, puisque Laurence nous a dit il tient à capitaliser là-dessus. Mais d'autres disent, finalement, une fois que ça sera passé, j'ai une expression d'une personne qu'il faut que je retrouve, les conseillers du président espèrent qu'il se relance avec Notre-Dame, mais il n'en tirera un capital politique que sur le long terme. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, en fait, moi, je trouve qu'il cherche quelque chose qu'il y a à Notre-Dame, mais qu'on ne trouve pas ailleurs, en fait. Et il s'appuie là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'il y a à Notre-Dame qu'il n'y a pas ailleurs ? C'est que pourquoi tous ces gens ont travaillé ? Parce qu'ils avaient conscience de travailler pour quelque chose qui les avait précédés, et pour quelque chose qui était... alors voilà, ceux qui étaient croyants pouvaient y mettre leur foi, mais ceux qui n'étaient pas croyants pouvaient y mettre l'amour du beau, toute cette émotion-là. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très spécial. C'est un projet qui fédère parce qu'il tire plus haut, il vient de plus loin et il tire plus haut. La difficulté, si Emmanuel Macron cherche à répliquer l'esprit de Notre-Dame en fait, dans d'autres domaines de la vie politique, c'est que c'est quand même très difficile de trouver des thèmes aujourd'hui aussi fédérateurs en France, quelque chose qui vient de loin, qui nous tire tous plus haut, qui est à la fois, comme le disait Sophie, basé sur des savoir-faire ancestraux, mais aussi très contemporains. Voilà, moi, je pense que ça va être effectivement très difficile de répliquer. Ça a été un coup de com'. Et c'est sûr que Notre-Dame est une très grande ambassadrice. Ça a été un coup réussi, comme l'ont été les JO. C'est vrai que sur la scène internationale, tout le monde regarde avec stupeur ce monument rénové, alors pour très cher, mais bon, les Américains vous diront qu'on a fait quand même quelque chose d'incroyable avec peu d'argent à leur échelle. Mais je pense que malheureusement, ça ne peut pas s'appliquer au reste de la vie politique française. Voilà, il faudrait trouver un projet fédérateur. Pour l'instant, il n'a pas encore trouvé. Et pourtant, vous le dites, la boîte à outils est là, elle est sous nos yeux et l'esprit de Notre-Dame est là. Mais qu'en fait-on, que peut-on en faire pour le sortir de ce vaisseau de pierre, Sophie Laurent ? Oui, si j'avais la solution, je la donnerais volontiers à Emmanuel Macron, parce que quand même, ça nous intéresse tous, l'avenir de la France, et un projet fédérateur qui ferait que les divisions soient moins cruelles à l'Assemblée, par exemple. Mais c'est vrai que... Le contraste est total entre les deux mondes. Ah, exactement. Mais c'est vrai que, je pense qu'il y a des choses qui peuvent subsister. Justement, cette conscience... déjà, on le voit dans le monde du patrimoine. Vous m'excuserez, mais c'est le petit monde que je fréquente le plus dans mon travail. Et on voit bien qu'il y a un nouvel appétit des jeunes pour ces métiers. Nous, on a un prix qui s'appelle le prix du jeune apprenti du patrimoine, qu'on vient de remettre d'ailleurs. Et on voit qu'on a plus de candidatures qu'au début, il y a 4 ans. Notre-Dame a fait de la publicité pour les métiers manuels, leur a redonné une noblesse. Il faut que les parents entendent quand les jeunes disent « moi, je voudrais être menuisier ». Ou tailleur de pierre. Voilà. Mais disons que ça a changé quand même, je pense, le regard des gens sur ces métiers-là. C'est important parce que c'est beaucoup de monde dans notre pays, les PME, les artisans, c'est une catégorie socio-professionnelle importante. Et en plus, au-delà des métiers, je veux dire, même pour les cordonniers ou les bijoutiers qui ont été peu concernés par Notre-Dame, je pense que cette question de l'amour du beau, du travail bien fait, de la finition, de l'alliance des technologies anciennes et modernes, je pense que ça peut parler et ça peut avoir un effet sur la jeunesse. Donc vous pensez qu'il y a un frémissement aujourd'hui de ce point de vue-là et un attrait qui peut être réel, se pérenniser ? Tout à fait. Après, il faut que les politiques éducatives suivent derrière et voilà, il ne faut pas que le soufflet retombe. C'est vrai que c'est du haut de gamme, c'est de la haute précision et en même temps c'est un peu du luxe, c'est comme si on entrait dans l'industrie du luxe aussi, d'une certaine façon. Samuel Prévost. Parce que parmi les donateurs, il y a LVMH, pour ça.
Oui, non, mais je ne disais pas ça pour ça, bien sûr. Non, je vous taquine. Mais Non, on a vraiment une excellente image qui ressort Oui, en fait mais des métiers de la main. Oui, celle de l'excellence. Et c'est vrai qu'on aimerait tous, autour de ce plateau, les auditeurs aussi, que cet esprit de Notre-Dame, finalement, qui est porteur d'unité nationale, puisse se diffuser. Mais c'est difficile, en fait, c'est difficile de le faire sortir de ses murs. Parce qu'en fait, je pense que Laurence a très bien résumé la chose, parce que Notre-Dame, c'est justement des racines communes jusqu'au haut Moyen-Âge, et c'est surtout un horizon commun. Pour les chrétiens, c'est Marie qui est la maman de Jésus, c'est le retour du Christ à la fin de l'histoire. Et du coup, si on a de quoi souffre la France, si on veut résumer, au-delà des querelles qui sont graves politiques à l'Assemblée nationale, c'est qu'en fait, on est trop en puzzle en France, parce qu'on n'a plus le sentiment d'avoir des racines communes, ni géographiques, ni peut-être ethniques, et on n'a pas la certitude d'avoir un avenir en commun. Donc du coup, on va pas faire l'effort de jouer dans la même équipe, parce que finalement, est-ce que nous portons le même maillot ? Et je risque, alors c'est peut-être un commentaire facile, mais vous savez, ma dérive missionnaire et parfois prosélyte, si on prend Notre-Dame, si on aplatit, alors personne ne veut le faire, mais si on avait la tentation, et surtout pas ici dans ce plateau, mais si on avait la tentation d'aplatir Notre-Dame, c'est-à-dire sans grandeur surnaturelle. Si on disait, en fait, c'est chouette parce que c'est un des plus beaux éléments du patrimoine français, ce qui en plus est vrai, eh ben, on risque encore de se donner moins de chances que cet esprit de Notre-Dame puisse se diffuser. Parce que sincèrement, essayez de me prouver ou de prouver à un auditeur que ceux qui ont bâti jadis Notre-Dame sur des décennies et des décennies ne regardaient pas le ciel. Essayez de me prouver que les 1300 ouvriers étaient tous absolument agnostiques et ne sont pas un peu plus impressionnés aujourd'hui par ce patrimoine vivant du christianisme qu'au début du chantier. Personne ne vous croira. Donc il y a un parfum surnaturel. Alors, ce n'est pas le rôle du chef de l'État de le diffuser, et je ne jette pas la pierre. En revanche, peut-être notre rôle, c'est de dire, non pas toucher à Notre-Dame, mais de dire, en fait, Notre-Dame, c'est un écrin, parce que c'était des morceaux du ciel qui sont accessibles sur Terre. Et donc, si on croit juste que c'est la Joconde du Louvre, eh ben, en fait, on va dénaturer Notre-Dame et on ne va pas aider la France. Et peut-être que ce choc d'espérance, c'est justement le désir que cet esprit de Notre-Dame se diffuse ailleurs, que ça crée un choc avec le reste de la société. Peut-être faut-il l'interpréter ainsi, Laurence Desjoyaux, rapidement. Oui, pour rebondir sur ce que dit Samuel, moi j'ai été marquée quand le chef de l'État a déambulé dans la forêt de Notre-Dame, cette structure en chêne. Voilà, il était rappelé à quel point chaque poutre est absolument unique. Et on peut y voir vraiment une parabole, c'est-à-dire que chaque poutre est unique, elle vient d'un seul chêne, taillée, enfin voilà, chacune a sa particularité et chacune a son rôle pour faire tenir la structure. C'est-à-dire que s'il en manque une, ça ne marche pas, mais elles sont toutes différentes. Et je pense qu'il pourrait y voir une allégorie de ce qu'on aimerait que soit la société, c'est-à-dire non pas un écrasement de toutes les particularités, mais vraiment une concorde pour que tout le monde puisse travailler ensemble à une élaboration commune. La concorde suite à Notre-Dame, choc d'espérance. Nous sommes toujours avec Laurence Desjoyaux, Sophie Laurent et Samuel Pruvot, tout droit. Ils sont un petit peu les référents d'un des hebdomadaires chrétiens sur la place pour parler de Notre-Dame de Paris. Un mot d'actualité et on revient évidemment sur ce débat. La suite du débat du jour à tout moment, vous pouvez réagir par mail direct@radionotre-dame.com, direct@rcf.fr. Vos questions, vos réactions, posez-les-nous par mail. On parlait de Concorde à l'instant. Écoutez, on va parler de Discord peut-être. On aura le verdict à 15h, nous a dit à l'instant Antoine Canen. On va voir surtout si cette semaine est vraiment décisive. S'agit-il d'agitation politique ? Il y en a de l'agitation politique, ça c'est sûr, mais s'agit-il d'une perspective d'une motion de censure qui va se réaliser ? Arnaud Benedetti était sur notre antenne à la fois perplexe et puis en même temps extrêmement informatif pour nous dire qu'il y avait un risque. On va voir ce que vous en pensez. Le gouvernement Barnier survivra-t-il à la semaine qui s'ouvre ? C'est la question que nous allons poser. Samuel Pruvot, avez-vous la réponse ? Alors malheureusement, je n'ai pas la réponse. Il faudra attendre quelques heures pour l'avoir. Ce qui est en fait dommage, c'est que comme dans les mauvais scénarios, en fait tout est possible. On nous avait dit à la naissance, sur le berceau de ce gouvernement, qu'il était très fragile et qu'il pourrait à tout moment disparaître.
concrètement perdre la vie. Et puis finalement, de semaine en semaine, on s'est dit mais il tient le coup. Alors peut-être pas de manière très, très brillante, de manière héroïque, mais il tient le coup. Et de fait, en tout cas pour ma part, j'étais presque étonné en fait que ça vienne si tôt en disant mais non, finalement cet enfant, si vous permettez cette métaphore, cet enfant est viable. Et en fait, ce qui était dit dès le début, que ce gouvernement avait une épée de Damoclès au-dessus du cou, est malheureusement vrai. Alors cette épée de Damoclès, elle est tenue par les oppositions et surtout par la main de Marine Le Pen, mais c'est vrai qu'elle peut, cette épée, tomber à tout moment. Et ça dépend finalement de la volonté de l'opposition et de la manière dont les oppositions conçoivent la suite. Moi, je dis simplement en tant qu'observateur et aussi en tant que citoyen que je trouve assez pitoyable justement ce manque de concorde et cette discorde totale où chacun, enfin en tout cas dans le rôle des oppositions, défend ses idées au péril d'un certain chaos, en fait. Parce que ce que l'on voit là, pour l'histoire longue, c'est que c'est pas la mort du gouvernement Barnier, c'est la mort de la Ve République. Et on revient à une époque que personne n'a connue, il me semble-t-il, même parmi vos auditeurs. C'est l'époque de la 4e République où chaque matin, on pouvait se dire, bah tiens, le gouvernement d'hier est tombé, on en a le lendemain matin. Ce qui revient au sujet précédent, c'est l'incapacité de mener, de décider une politique dans la durée, ce qui est le propre de la politique, et d'anticiper. Donc, pour ma part, je souhaite que cette censure n'ait pas lieu et je souhaite que tout le monde se ressaisisse pour que la France reste à peu près à flot. Parce qu'il ne suffit pas de donner des bonnes notes financières en disant finalement, on vous laisse votre 17, mais peut-être que vous passerez à 7 la semaine prochaine. Encore faut-il que les acteurs de la vie politique soient un petit peu raisonnables. Et je crois que malheureusement, dans l'opposition, qu'on soit de gauche ou de droite, on ne l'est pas forcément. La raison l'emportera sur la passion ou non? Laurence Desjoyaux. On verra bien. Moi non plus, je n'ai pas de boule de cristal, oui. Mais ce que je trouve très marquant, c'est à quel point cette séquence marque la dédiabolisation du Rassemblement national. Marine Le Pen est l'interlocutrice du gouvernement, elle fixe ses règles, on lui répond, on lui fait des concessions, oui, non, c'est avec elle que discute le gouvernement. Alors, elle avait obtenu un très grand nombre de députés, mais je pense que vraiment on arrive à la fin de sa stratégie de dédiabolisation. Voilà, elle fait partie, et le Rassemblement national fait partie complètement du jeu politique et du petit jeu politicien même. Donc je trouve que vraiment cette séquence consacre cette victoire en fait. Voilà. Malgré le procès en cours. Malgré, oui, c'est parallèle. Mais en tout cas, elle est une interlocutrice comme les autres. On lui fait des concessions, elle fixe ses... voilà, alors c'est lié à son poids dans le paysage politique, donc c'est pas complètement illégitime, mais c'est vraiment la fin d'année, d'année d'une politique de dédiabolisation. Et moi, c'est vraiment ça qui me marque à première vue. La deuxième chose, c'est voilà, justement, censure. Et après, moi, je pense que tout le monde joue un peu à un jeu de qui perd gagne et je suis pas sûre que l'issue finalement n'échappe pas à tous. Est-ce qu'on ne joue pas à se faire peur en fait? Non, mais on joue à la fois à se faire peur, mais est-ce qu'on va pas vraiment se faire peur? C'est-à-dire que chacun veut tirer au maximum son avantage. J'entendais je ne sais quel député RN disant oui, mais il faut qu'on puisse revenir dans notre circo avec des vraies victoires. Et chacun tire le plus possible. Le gouvernement Barnier voit au plus loin du palais. Et je pense qu'au fond, personne ne veut cette censure, mais qu'en jouant à ce petit jeu de tous tirer le plus loin possible, ils vont peut-être l'avoir. Et je ne suis pas sûre qu'ils aient les réponses sur quoi après, tous en fait. Le RN peut-il pousser les concessions jusqu'à quel point peut-il pousser les concessions, exiger des choses puisqu'il en a obtenu sur la hausse des taxes sur l'électricité, sur l'aide médicale d'État pour les sans-papiers afin qu'elle soit réduite. Et il exige en particulier des choses sur la revalorisation des pensions de retraite ou un retour en arrière sur la baisse du remboursement de certains médicaments. Voilà qui est concret. Alors, est-ce que tout va se jouer sur des points comme ceux-ci? Samuel Prévost, Laurence Desjoyaux. En fait, ça, c'est le discours politique. Il a besoin de se focaliser sur des points précis que vous venez de citer, comme l'aide médicale, etc. Donc ces points, ils sont tout à fait nécessaires. Mais je pense qu'à l'heure où on parle, l'essentiel du jeu politique est tout à fait opaque pour les simples citoyens que nous sommes, y compris pour les observateurs. Vous notiez
que quelqu'un d'affûté comme Arnaud Benedetti lui-même ne voulait pas s'engager parce que, en dépit de toutes ces informations, il y a des éléments qui nous manquent pour décider. Donc il y a l'affichage politique qui est de dire, dans le côté du Rassemblement national, ce qui est un discours cohérent, nous défendons les classes moyennes, les classes populaires, mais en fin de compte, l'essentiel de la chose, et c'est ce que disait tout à l'heure Laurence, l'essentiel de la chose, c'est quand même qu'en politique, l'enjeu, c'est de prendre le pouvoir ou de le conserver. Et donc ça, les motivations sont peut-être moins nobles et moins vertueuses. Et là, on n'est pas dans le domaine de l'espérance. C'est compliqué pour le RN d'un côté parce qu'il doit porter des gages à son électorat, donc dire qu'il a obtenu quelque chose, et puis de l'autre, il n'a pas forcément intérêt à faire tomber le gouvernement tout de suite. Moi, je pense que Marine Le Pen cherche une victoire symbolique, c'est-à-dire elle cherche à ce que soit reconnu que le gouvernement Barnier a capitulé devant elle. Et pour le gouvernement Barnier, c'est très difficile parce qu'il cherche à aller aussi loin que possible sans symboliquement tomber dans une capitulation totale. Mais en fait, et il n'a quelle pas serait la tellement victoire le choix. symbolique si elle devait l'obtenir? S'imposer comme la force centrale en France, celle qui fait la loi, celle dont l'avis est écouté. Mais il y aurait une mesure qui serait plus symbolique que les autres? Ils ont fixé la liste des mesures que vous avez listées. Ils ont dit que c'était des lignes rouges. Tout le week-end, il y a eu un espèce de jeu d'ouverture-fermeture. Les deux partis accusant l'autre de ne plus vouloir discuter. Chacun disant « mais si, nous sommes toujours ouverts ». Alors en plus, selon qui vous interviewez au RN, vous avez toute une gamme de gens qui disent non, voilà, il ne faut absolument pas parler avec le gouvernement Barnier, il faut censurer. D'autres qui disent non, le jeu est encore ouvert, jusqu'à 15h, on peut. Donc on voit, il y a tout un jeu qui se crée pour à la fois pas être celui qui a fermé la porte à la négociation, pour toujours apparaître comme, en tout cas pour Marine Le Pen, comme une femme d'État, une femme responsable, et à la fois obtenir ce qu'elle veut et faire plier le gouvernement Barnier. Je pense que tout l'enjeu pour elle, c'est à la fois d'avoir cette victoire symbolique, tout en gardant cette stature de femme d'État qu'elle cherche à acquérir depuis de nombreuses années, en gardant la responsabilité. Et c'est sûr que s'il y a une censure, voilà, le mot que vous allez entendre, c'est responsabilité. Ils vont se renvoyer la responsabilité. C'est de votre faute, c'est de votre faute, c'est de votre faute, c'est de votre faute, parce qu'on va arriver sur une incertitude totale. Et là, on ne sait pas ce qui peut arriver. Incertitude et discorde, c'est votre avis, Oui, je mettrais juste point sur le sujet. C'est mon avis, mais j'ajouterais juste que, en fait, on a affaire à une triangulaire. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que dans les oppositions, on a LFI, et donc on n'a pas juste Madame Le Pen face à Monsieur Barnier, mais on a aussi, là, encore une fois, dans l'ombre, deux partis qui jadis étaient vraiment aux marges de la vie politique et n'avaient pas du tout capacité à être ou devenir des partis de gouvernement. Et maintenant, c'est le contraire, c'est les partis de gouvernement qui sont repoussés à la marge. Et ce que je trouve étonnant pour ma part, c'est ce paradoxe de l'histoire qui fait que même si, au grand Dieu, ils vont dire « jamais, jamais nous n'agirons ensemble », de fait, sur plusieurs points cruciaux, par exemple faire chuter un gouvernement, ces forces antagonistes que sont le RN et LFI vont se donner la main pour faire quelque chose que, soi-disant, ils avaient juré de ne jamais faire. Et donc je pense que ça doit juste nous faire réfléchir, ceux qui aiment la cohérence des idées politiques, par exemple c'est mon cas. Je trouve juste étonnant que deux formations politiques totalement antagonistes puissent agir ensemble. Ça devrait juste nous faire réfléchir. Samuel Pruvot, Laurence Desjoyaux, Sophie Laurent avec nous autour de la table pour le débat du jour. À tout moment, vous pouvez réagir direct @radionotre-dame.com ou direct @rcf.fr. L'enseignement catholique souhaite qu'on arrive à un texte consensuel veillant à une meilleure prise en compte de la singularité des enfants, à la reconnaissance de la responsabilité première des parents sur ces sujets. Quels sont ces sujets? Eh bien, c'est l'enseignement, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle des programmes dans les écoles dès le plus jeune âge. On est au primaire, voire au début du primaire. En demandant donc que le texte soit profondément remanié, au moment où le ministre de l'Éducation nationale, Annie Gentet, affirme pourtant que la machine est lancée. Il y a un désaccord au sein même du gouvernement, vous avez pu l'observer dans cette polémique, c'est que le ministre délégué à la réussite scolaire, Alexandre Portier, lui-même, est opposé à ce texte. Il est soutenu par certaines organisations comme le syndicat de la famille, ex-Manif pour tous, Laurence Desjoyaux et Samuel Pruvot. On a eu par le passé les ABCD de l'égalité et maintenant c'est donc les programmes qu'on appelle EVARS. On peut peut-être expliquer un peu ce que c'est?
Laurence Desjoyaux ou... Oui, alors c'est un programme qui vise à l'enseignement de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle à l'école. Donc c'est ce que ça veut dire, donc. Hein. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et ça commence dès la maternelle. Donc moi, j'ai pu lire un des projets de loi qui circule. Alors, il faut rester quand même très prudent parce que c'est un texte qui est en cours d'élaboration. Et en fin de semaine dernière, il y avait 3 différentes versions du texte qui circulaient. Mais ce que ce texte établit, c'est que doit-on faire de ces 3 heures par an selon les âges. Donc à la maternelle, élémentaire, collège et lycée. Voilà, donc ça donne ce projet de loi qui est en cours d'élaboration, donne un peu les grandes lignes de ce que devraient être ces cours d'éducation selon les différents niveaux. Voilà ce dont il s'agit en fait. Et l'idée d'Anne Genetet, c'est quoi? C'est de dire il faut combler un vide parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'éducation de ce type à l'école. Non, je crois que ça existe déjà. C'est juste un nouveau programme, si vous voulez, de ces cours qui sont des cours obligatoires. Voilà. Samuel Prévost. Alors moi, je serais moins charitable que Laurent. Je pense que le but, c'est de respirer l'air du temps ou de faire respirer aux élèves, donc de la maternelle à la terminale, l'air du temps, comme si en fait ils ne le respiraient pas tout seuls. Enfin, voilà, je ne veux pas lancer la pierre à la ministre, mais enfin, bon, on n'a peut-être pas besoin de l'école pour en rajouter. Et cet air du temps, je crois que malheureusement, nos éditeurs le connaissent, c'est que l'anthropologie judéo-chrétienne, je dis bien judéo-chrétienne, hein, ce n'est pas juste une invention de Benoît XVI, hein, concernant le rapport, l'altérité, le rapport entre l'homme et la femme, la grandeur de la sexualité humaine, en fait, c'est quelque chose qui gêne, parce qu'on a un certain nombre de lobbies qui, au départ, étaient très minoritaires, qui ont, au fil des années et des décennies, réussi à obtenir des lois, et qui maintenant veulent, en fait, s'imposer dans la culture au point que il y a certains éléments pour ces lobbies qui sont absolument essentiels. Par exemple, l'idée de la théorie des genres, même un peu light, qui doit faire partie de l'horizon normal, absolu des élèves, si jeunes soient-ils. Je rappelle qu'il y a 2 points en fait, de focalisation. Pourquoi est-ce que beaucoup d'associations lancent des pétitions, sont en colère? Moi, si j'ai bien compris, il y a 2 points qui font problème et qui, pour ma part, me posent problème aussi. Le premier, c'est celui du rôle des parents. C'est de dire, attention, les parents ne sont pas les seuls à être habilités finalement à parler de ces choses aussi intimes que l'éducation sexuelle et affective. Il y a des adultes référents. Alors, c'est vrai que 3 heures par an, ça peut sembler peu de choses. Mais une agression, même verbale, en fait, je veux dire, il suffit de quelques secondes pour dire une parole qui va vous blesser à tout jamais. Alors, je ne dis pas que c'est l'objectif des associations, mais malheureusement, ça peut être l'effet. Et le deuxième point qui fait débat, c'est la question du consentement. C'est une question effectivement tout à fait importante concernant les agressions sexuelles, quelle que soit leur nature. La difficulté, c'est que le consentement est une notion difficile à manier, déjà pour les adultes, et on n'est pas d'accord entre nous sur où commence le consentement, où il s'arrête, mais d'expliquer la notion du consentement à des enfants qui ne devraient pas ou qui ne doivent pas se poser la question, c'est un problème. Mais il n'y a pas justement un enjeu de commencer tôt? Je me rappelle de Pascal Morinière, la présidente des AFC, qui dit « Mieux vaut toujours trop tôt que trop tard et mieux vaut trop tard que jamais ». Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu sur le sujet du consentement à sensibiliser dès le plus jeune âge? Oui, mais tout dépend comment on en parle. Par exemple, je crois qu'il y a plusieurs campagnes qui mettent en avant des slogans qui sont assez efficaces pour des adolescents, encore plus pour des enfants. Ton corps, c'est ton trésor. Oui, parce que ça montre le caractère sacré du corps. Mais là, c'est autre chose, parce qu'on rentre dans la psychologie qui est la nôtre, celle des auditeurs, d'adultes responsables qui peuvent consentir ou pas à une relation sexuelle entre adultes. En fait, c'est ça dont on parle. Et je trouve ça, pour ma part, très dangereux que des adolescents, des préadolescents ou des enfants se posent la question comme nous.
je ne dis pas qu'ils ne sont pas menacés d'agression, je dis simplement que dans leur psychologie, c'est par exemple, j'ai regardé en détail les arguments développés par SOS Éducation, par des médecins qui travaillent et des pédopsychiatres, c'est justement cet argument qui est de dire on n'a pas le droit de faire peser aux enfants une problématique que seuls les adultes doivent porter. C'est-à-dire qu'on doit bien sûr les protéger, mais pas les faire rentrer dans des questions d'adultes. Voilà. Ça commence à la maternelle, de surcroît. Laurence Desjoyaux. Moi, je diffère un peu. Je suis d'accord avec Samuel sur la visée du projet. Et d'ailleurs, elle est dans le projet de loi. Il y a vraiment l'idée qu'il faut bâtir une culture commune. Voilà. Donc, il y a cette visée quand même culturelle, que tout le monde soit au même niveau d'information et à cette culture commune. Et dedans, le problème, c'est que dans la culture commune voulue par l'Éducation nationale, il y a quand même beaucoup de points qui s'opposent à l'enseignement de l'Église catholique. Donc là, le problème, c'est qu'on arrive sur le hiatus. Par exemple par exemple, donc dans le projet que j'ai lu, qui est une des versions, vous avez tout un ensemble sur l'IVG en classe de 3e. Voilà, le pape François répète à l'envi que c'est un péché. Bon, là, on vous donne les numéros, etc. Donc forcément, c'est une autre visée, mais il y a quand même un hiatus. Vous avez, à partir de la classe de 5e, toute la réflexion sur l'identité de genre. Donc on sait à quel point l'Église catholique est opposée à cette vision de l'identité de genre qui serait autre que l'identité sexuelle. Donc voilà, donc il y a des points qui s'opposent. Là où je diffère un peu de Samuel, c'est que je pense qu'au contraire, ces 3 heures devraient se concentrer sur la notion de consentement. Alors qui n'est pas forcément la question du consentement au rapport sexuel entre adolescents, mais qui est une éducation et une alerte. Je pense déjà dès le plus jeune âge sur ce que les adultes ont le droit de faire ou pas. Je pense qu'on est dans le cadre, et d'ailleurs dans ce que j'ai lu, c'est plutôt de ça dont il s'agit dans les petites classes, c'est quels signaux devraient alerter les enfants face à certains gestes d'adultes. Voilà. Afin de sanctuariser l'enfance. Afin de sanctuariser l'enfant. Il y a par exemple la notion de secret qui est évoquée. Voilà, si on te dit que c'est un secret ne doit pas faire mal. Enfin, voilà, il y a des notions comme ça. Donc, sur cette question du consentement, ce qu'il y a dans le projet semble assez adapté par rapport aux âges. Le problème, c'est un peu tout le reste. Et là, on en revient encore et encore au fait qu'il y a quand même une ambiguïté de la place de l'enseignement catholique dans l'enseignement en général. C'est-à-dire que là, vous avez un enseignement qui est un enseignement obligatoire, dont certaines parties, pas toutes, mais certaines parties, vont à l'encontre de l'enseignement de l'Église catholique. Donc on arrive encore, comme souvent, aux limites et aux bordures de ce que c'est l'enseignement sous contrat, mais avec le caractère propre de l'Église catholique. Que fera donc l'enseignement catholique pour faire valoir son caractère propre par rapport à un enseignement obligatoire ? Alors, moi, j'ai une idée à vous suggérer, puisque Samuel parlait des intervenants. Voilà, effectivement, cet enseignement s'appuie sur les enseignants, mais aussi sur des intervenants extérieurs. Alors, vous pouvez voir la face de la médaille en disant, voilà, on fait rentrer dans l'école tout le monde et n'importe qui. Mais il faut rappeler qu'il y a des associations comme Le Clerc, comme Amour et Vérité, qui sont agréées comme intervenants. Donc, il y a l'aspect on peut dénoncer, enfin voilà, mais on peut aussi s'impliquer. Donc, voilà, c'est des associations qui cherchent des bénévoles. C'est des associations qui ont un discours qui est il y a beaucoup de besoins. Ces associations qui ont un discours qui est compatible avec l'enseignement de l'Église catholique sur le sujet, qui ont le droit d'intervenir dans l'enseignement et notamment dans l'enseignement catholique. Donc, s'il y avait peut-être quelque chose à faire, c'est de s'investir dans ces domaines. À la vérité, tout dépend qui en parle. Tout dépend Finalement, qui en c'est le fond parle. de la question. Quand Alexandre Portier dit qu'il faudra un encadrement très strict des intervenants, c'est ce qu'il suggère. Oui, il y a ça, il y a tout dépend qui en parle. Et là encore, on arrive à une question au sein de l'enseignement catholique, c'est-à-dire que quand même la plupart des enseignants ne sont pas catholiques eux-mêmes et donc ne portent pas la vision de l'Église catholique. Tout dépend qui en parle. Et aussi, la question, c'est la question du groupe classe, si vous voulez. C'est des heures qui s'adressent à la classe. Et dans une classe, tout le monde n'a pas le même niveau de maturité. Tout le monde n'a pas le même niveau d'expérience, tout le monde n'a pas la même religion, tout le monde n'a pas la même sensibilité, tout le monde n'a pas les parents qui se sont ou non impliqués dans cette éducation. Donc c'est très difficile de s'adresser à autant d'élèves à la fois. Il faudrait pouvoir faire des tout petits groupes, il faudrait vraiment pouvoir adapter cet enseignement. Et sur 3 heures en groupe classe, ça semble quand même difficile. Et ça, ce point n'est pas forcément abordé d'ailleurs. Ce point de finalement réunir les élèves par sensibilité ou par niveau de maturité. Il faudrait voir si c'est. Alors, il y a vraiment une réflexion dans les tuyaux. Dans le projet de loi, il y a vraiment une réflexion par âge.
Mais non, il n'y a pas Mais plus. pas au-delà de l'âge. J'ai pas l'impression. Après, il y a l'idée que vous mentionnez est effectivement intéressante. Il y a une réflexion sur quel prof d'autres spécialités, le prof d'art plastique, etc. Comment il pourrait intervenir aussi. Donc il y a qui peut intervenir, mais j'ai pas vu... On pourrait associer les parents en les questionnant d'ailleurs sur leur enfant et leur dire jusqu'où êtes-vous prêt à aller dans ce type d'enseignement. À quel groupe souhaiteriez-vous que votre enfant appartienne, par exemple, si on devait imaginer une... Alors ça semble un peu compliqué, concrète. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en sous-texte de cela, il y a aussi le fait que ce qui se passe dans l'école est pas toujours accessible aux parents. Voilà. Il y a quand même une distance qui se crée pour plein de raisons qu'on ne peut pas évoquer ici, mais entre le corps professoral, enseignant, et les parents. Et les parents n'ont pas toujours une vision claire de ce qui se passe dans l'école. Et sur ce sujet, vraiment, ça nécessiterait que ce soit vraiment une co-construction. D'où le but de les informer, ce que nous faisons ce matin. Et il faut les impliquer, c'est la proposition qu'on retient. Vous faites des propositions aussi, Laurence Desjoyaux. On passe au dernier sujet, Louis Dauphren. Oui, c'est Alep qui nous emmène donc en Syrie. Alep dont le nom résonne à nos oreilles de manière particulière. C'est vrai que c'est une ville chrétienne, deuxième ville, une partie de la ville en tout cas, deuxième ville chrétienne de Syrie. Et le président syrien Bachar el-Assad en a perdu le contrôle au profit de rebelles qui se sont... Alors rebelles ou djihadistes, les infos que l'on peut avoir de la ville, y compris des personnes qui nous sont proches et qui nous disent les personnes qu'elles voient dans les rues, eh bien, elles laissent un peu perplexe. Offensive rebelle, entend-on, qui a fait plus de 410 morts selon une ONG. C'est la première fois depuis le début de la guerre en Syrie en 2011 que le pouvoir perd totalement le contrôle de cette ville située dans le nord donc, de la Syrie. Comment peut-on appréhender cette question ? Eh bien, on va essayer d'avoir les éléments de réponse avec vous, Laurence Desjoyaux et Samuel Prévost-Samuel. Alors, je voulais juste rebondir sur une question de vocabulaire, parce que la définition, souvent, c'est le maître de tout discours. Et donc, ils sont rebelles. Donc, évidemment, ils sont hostiles à Bachar el-Assad. Mais est-ce que ça suffit à les définir ? Voilà. Et donc, est-ce qu'il suffit, autrement dit, d'être hostile à un tyran pour être soi-même un agent du bien ? Et là, on peut juste se faire l'écho d'un doute immense, parce qu'il faut appeler un chat, et finalement, ces rebelles, alors, il y a plusieurs groupes différents, mais le groupe principal est un groupe qui était jusqu'à il y a peu de temps affilié à Al-Qaïda. Donc en fait, Al-Qaïda ne sont pas vraiment de grands amis de l'humanité, ou alors une vision de l'humanité assez particulière, qui n'est pas tellement partagée, ou pas du tout partagée, Louis, par vos auditeurs. Donc bien sûr qu'ils veulent, ils veulent faire céder Bachar el-Assad. Et ça, on peut le comprendre, parce qu'il faut rappeler qu'en 2015, Bachar el-Assad, contre toute attente, a réussi à faire taire l'opposition. Il l'a fait taire dans le sang et de manière extrêmement brutale, antidémocratique, évidemment. Et du coup, je ne sais pas si on se souvient encore qu'il y avait une sympathie pour ces rebelles contre Bachar, parce qu'en fait, ils étaient, c'était comme dans les fleurs d'un champ, il y en avait de toute espèce. Mais au final, l'espèce qui a dominé et qui a dévoré les autres, c'est quand même l'espèce djihadiste. Et aujourd'hui, c'est celle qui a le plus de pouvoir. Je vous donne une anecdote. Moi, j'ai eu la chance, grâce à l'œuvre d'Orient, d'aller à Damas. Alors maintenant, ça fait quelques années, c'était en 2021. Et quand nous sommes allés à Damas, nous sommes allés vers le nord, alors pas jusqu'à Alep, hein, mais quand on passait dans des zones a priori désolées, on nous disait « Attention, là, il y a des cellules dormantes ». Alors je me disais, est-ce que c'est de la biologie, des cellules dormantes? C'est des cellules terroristes dormantes. Et les interlocuteurs sur place nous disaient, à tout moment, elles peuvent se réveiller. Mais comme elles ne s'étaient pas réveillées depuis un certain temps, on se disait, finalement, elles sont bien endormies. C'est comme moi, je suis frappé d'une maladie auto-immune. Grâce à Dieu, elle est endormie, mais comme un volcan d'Auvergne, ça peut se réveiller. Et là, pas de chance, ça s'est réveillé. Peut-être juste d'un mot, pourquoi ça s'est réveillé? Parce qu'en fait, quand j'ai vu la nouvelle, je croyais en fait que c'était une fake news, en fait. C'était impossible mentalement. Oui. Voilà. Et c'est pas du tout une fake news, évidemment. C'est parce que la nature a horreur du vide. Et pour résumer de façon vraiment un peu brutale, hein, en fait, Bachar el-Assad a réussi à conserver le pouvoir avec des moyens, encore une fois, très sanglants, parce qu'il a trouvé deux alliés de poids, l'Iran et puis aussi la Russie. Et l'Iran et la Russie, au moment où nous parlons, sont bien occupés ailleurs. L'Iran au Liban avec le Hezbollah et la Russie avec la situation en Ukraine. Du coup, forcément, ces alliés battent de l'aile et ceux qui veulent le renverser, étant dormants, se sont réveillés. Ça crée un appel d'air. Exactement. Laurence Desjoyaux.
Alors moi, j'aimerais, sur qui sont ces rebelles. Je crois que, comme l'a dit Samuel, c'est une coalition avec différents niveaux d'islamisation. Le projet quand même du HTS, donc, qui est le groupe dominant dirigé par Jolani, c'est quand même un projet islamiste. Mais donc il a rompu avec Al-Qaïda, ils sont en lutte contre l'État islamique, etc. Donc ça, c'est les problèmes internes aux divers groupes. Mais il a fait quand même un appel répété à ses soldats de ne pas s'attaquer aux civils et des appels explicites aux chrétiens pour rester. Mais moi, j'ai eu des chrétiens d'Alep au téléphone parce que j'y suis allée en 2017 et eux, ils sont très inquiets. Voilà, ils sont très très inquiets parce qu'ils ne savent pas qui sont ces gens et ce qu'ils veulent vraiment. Et cette inquiétude, on s'en fera évidemment l'écho sur cette antenne. Merci beaucoup Laurence Desjoyaux, Sophie Laurent, Samuel Pruvot et merci à Louis Dauphren pour le débat du jour. Merci à tous les trois, merci à Pierre-Henri Paget, le réalisateur ce matin depuis 6h30.